Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Avec la politique qui compte, une émission qui va vous faire aimer la politique. Notre objectif reste inchangé, un programme direct, accessible, qui parle de politique autrement. Sans plus attendre, place à l'actualité de la semaine. Transport. Ce mardi 16 décembre, la Commission européenne a dévoilé à Strasbourg plusieurs mesures reportant au-delà de 2035 l'interdiction de vendre des voitures neuves, thermiques ou hybrides en Europe. Bruxelles s'est ravisée et propose désormais une réduction de 90% des émissions de CO2. Coupe du Monde 2026, le Sénégal privé de ses supporters. En cause, une nouvelle mesure sécuritaire signée par Donald Trump. Le président américain a en effet promulgué ce mardi 16 décembre un nouveau décret restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis, selon la communication de la Maison-Blanche. Économie, hausse des mutuelles en 2026. Les tarifs des mutuelles vont encore augmenter jusqu'à 4,7% en 2026. Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation des taxes qui se répercutent sur les assurés. Ces évolutions sont multifactorielles: vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques et coût croissant des innovations médicales, selon la Fédération de la mutualité française. Sport, Mbappé remporte son bras de fer avec le PSG. Plus de 60 millions d'euros, c'est la somme que le PSG a été condamné à verser à Kylian Mbappé ce mardi par le Conseil des prud'hommes de Paris. Les juges ont donné raison à l'attaquant madrilène dans le conflit qui l'opposait à son ancien club qu'il a quitté à l'été 2024. Le montant total s'élève à environ 61 millions d'euros. L'exécution du jugement est immédiate, même si le PSG peut encore faire appel. Là, c'est la deuxième rubrique, normal ou pas normal. Dans cette deuxième rubrique, on a deux invités qu'on va laisser se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Sendé Doucouré, je suis militante et candidate écologiste à Paris 13e et dans la vie de tous les jours, je suis chargée d'études environnement. Vous êtes la bienvenue. Et monsieur à ma droite? Bonjour, Daouar Asphalt, donc je suis conseiller municipal d'opposition à Massy et je suis également membre de l'Assemblée des quartiers et de démocratiser la politique qui milite pour une parité sociale sur les listes, notamment aux prochaines municipales. D'accord. Bah, comme madame, vous êtes le bienvenu aussi. Dans cette rubrique, on a un principe très simple, normal, pas normal. On a trois thématiques et il faudra répondre à ces thématiques d'abord par normal ou pas normal et ensuite étayer votre réponse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Let's go pour la première thématique. On a l'habitude de laisser les candidats choisir qui commence. Politique présidentielle 2027. En cas de candidature, Cyril Hanouna obtiendrait 1% des voix et Teddy Riner serait également crédité des intentions de vote selon un sondage. Normal ou pas normal selon vous? Alors, Cyril Hanouna, 1%. Après, là où la question elle se pose, c'est que moi, pour moi, c'est normal, quelque part, parce que tout le monde peut être candidat et c'est normal qu'on pousse que tout le monde puisse avoir des intentions de voix. Là où ça pourrait ne pas être normal, c'est là où on voit qu'une personne comme Cyril Hanouna, qui a donc une exposition 7 jours sur 7 dans une émission où il fait plus de 2 heures, puisse être candidat aux élections présidentielles. La question s'est posée pour Zemmour, qui finalement est où il tire plus de légitimité qu'un Cyril Hanouna, un Zemmour. Parce que lui aussi, il a eu une émission en prime time où il pouvait donner son avis, expliquer ses théories, et tout ça pendant un an avant l'élection présidentielle. Donc pour moi, normal que tout le monde puisse se présenter, moins normal qu'une personne qui est très exposée médiatiquement puisse être candidate. Parfait. Quant à vous, normal, pas normal? Alors moi je trouve que c'est normal, mais c'est préoccupant. Alors on a des candidats aux États-Unis, par exemple Trump, qui était très médiatique, qui était présentateur aussi télé, et qui s'est présenté. Voilà, c'est la démocratie. Ce qui est préoccupant, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui a un auditoire très très important. C'est des propos racistes en fait qui sont tenus sur ces plateaux. Donc c'est préoccupant parce que on a l'impression qu'en France aujourd'hui, on a cette dynamique en fait vers l'extrême droite. Et il va falloir qu'on se prépare parce que la lutte va être féroce contre ces idées-là. C'est vrai que l'extrême droite est très très bien organisée et dissimulée dans beaucoup de sphères de notre société, malheureusement. D'accord, parfait. Bon, du coup, là, on part sur une deuxième thématique. C'est un événement littéraire, mais pas que. Nicolas Sarkozy a publié un livre après sa sortie de prison. Normal ou pas normal? Moi, je dirais pas normal, parce que clairement, comment il a écrit 10 pages par jour avec. Enfin, c'est plus rapide qu'une fiction Wattpad écrite par une lycéenne qui a tout son temps. Donc, moi, ça me pose question vraiment la vitesse dans laquelle elle écrit, mais du coup, c'est sûrement pas lui qui l'a écrit. On se retrouve avec des blagues assez drôles sur la taille, de la hauteur du téléphone ou les conditions de détention.
mais vraiment pas normal. Enfin, il fait d'un événement judiciaire grave pour lequel il a été condamné. C'est-à-dire, franchement, le mec a été condamné parce il a détourné de l'argent. En tout cas, il a été associé au détournement de l'argent. Et il se retrouve à faire sa publicité dessus, à faire des plateaux TV. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, enfin, est-ce que demain, dès qu'on commet un crime, on a droit du coup à une publicité gratuite? Franchement, moi, c'est ça que je trouve vraiment pas normal. C'est-à-dire qu'on devrait le condamner, plus médiatiquement, plus que le récompenser par une tournée médiatique. En croire certaines sorties médiatiques, c'est limite un martyr à qui on aurait voulu faire porter le chapeau. Et du coup, pour Oui, vous, alors moi je trouve que c'est normal. Après, chacun est libre d'écrire, de passer le temps comme il veut en milieu carcéral. Alors moi, j'ai travaillé en milieu carcéral, je continue de travailler, j'ai coordonné les activités sportives à la prison de Fresnes. Et à Fresnes, en fait, il y a un terrain synthétique en fait, qui a été offert par un ancien détenu, Monsieur Boton, qui était très, très médiatique à l'époque. Et ce dernier a également écrit un livre. Alors, pas sur les mêmes tons que M. Sarkozy, mais voilà, il s'est quand même exprimé. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que ce que je trouve un peu gênant quand même, moi, j'ai l'habitude d'échanger avec les détenus, et les détenus qui sont condamnés, dans leur très grande majorité, ils acceptent leur condamnation. Ils disent pas, oui, c'est la justice qui s'acharne sur moi, etc. Ils l'acceptent. Et voilà, ça m'a fait un peu rire quand même de voir M. Sarkozy ne pas accepter sa peine. L'image qu'il renvoie de la justice, c'est pas possible, quoi. Et c'est un mauvais exemple qu'il envoie notamment aux plus jeunes, quoi. ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous deux, hein. On passe à la dernière thématique. Là, on parle de l'Afrique. L'intervention des forces de l'ordre au Bénin pour maintenir au pouvoir le président béninois après la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Pour vous, c'est normal ou pas normal? Du coup, moi, je dirais pas normal, notamment parce que la CEDEAO qui avait déjà commencé l'intervention pour aider le président béninois. Et en fait, du coup, on se retrouve dans un climat déjà assez particulier où la France est en perte de vitesse en Afrique. Et en fait, quand on se retrouve avec encore une intervention française dans un pays africain où elle a des intérêts, puisqu'il faut rappeler que le président béninois, il est pro-occidental. Et moi, je pense que ça me pose vraiment des questions de la manière dont la France a de gérer ses partenariats. Est-ce que, du coup, on fait un peu un juriste, hein, justice, en mode, bah, lui, vu qu'il est pour nous, et bah, du coup, on va l'aider. Est-ce que si ça avait été un dirigeant pro-russe qui avait eu les mêmes conditions, est-ce que la France aurait donné aussi de l'aide pour l'aider à reprendre le pouvoir? Ça, c'est pas sûr. Et donc, moi, je pense que c'est aux pays qui sont à côté, c'est aux habitants de se saisir des conflits qui peuvent se produire dans un pays. Et c'est pas encore une fois une ingérence occidentale. Et dedans, les ingérences occidentales, je compte la Russie dedans. Donc voilà, moi, je pense que c'est pas normal. Pour vous? Ah, moi, je trouve que c'est pas normal, effectivement. Et c'est vrai que la France se comporte comme ça avec le Bénin. Moi, je suis originaire du Nigeria, je suis né au Nigeria. Notre président était invité il y a plusieurs mois là, à l'Élysée. Ils n'auraient jamais fait ça avec le Nigeria. Là, je peux vous le certifier. Ça, je peux vous le certifier. Donc, en fait, à un moment donné, c'est une question aussi de rapport de force que les pays africains n'ont pas réussi à créer. Donc, aujourd'hui, on a des pays comme la France qui font la justice chez les autres, qui s'imposent dans des pays, qui vont porter au pouvoir des gens voilà, qui sont dans leur vision et dans leur stratégie. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais les premiers, on va dire, il faut qu'on se regarde, nous, les Africains. Voilà. Parce que c'est bien, c'est vrai, on est sur une critique de la France, etc. Mais si tout ça, ça se produit, c'est parce que aussi nos pays africains ne sont pas assez soudés et laissent faire. Ok, parfaitement. Et ça rebondit même sur ce qu'on a vu par rapport à l'intronisation du fils d'Ebi, par exemple, qui était un cas de duplicité incroyable, tandis qu'à côté, il condamnait les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger après. Donc, c'est vraiment, ce que vous avez dit, ça prend vraiment du sens. C'est la fin de cette deuxième rubrique. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Oui. Ok, on rentre dans la troisième rubrique du coup. Cette rubrique s'appelle les candidats face à la population. Le principe est simple. On a recueilli 3 questions auprès de notre population et on va vous les poser et essayer d'y répondre d'une manière les plus naturelle possible. La première question, c'est comment rendre plus propres nos villes? Là, vous pouvez choisir, hein. Je peux vous laisser commencer. Voilà. Non, je laisse commencer. Ok. Alors, donc moi, je vais, alors dans cette séquence-là, je vais vous proposer pas mal d'exemples.
Voilà, d'exemples et des histoires vraies. Donc moi, par exemple, sur Massy, j'ai un fait qui s'est produit il y a quelques années. J'ai un agent donc, de la propreté publique en fait, qui est venu me voir, un monsieur de 55 ans. Donc on a bu un café et ce monsieur s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous pleurez comme ça? Il me dit, vous savez, monsieur, mon chef, quand j'ai rempli, en fait, quand j'ai rempli ma feuille de congé, j'ai rempli un plan de congé, bah, mon chef a pris la feuille de congé, l'a jetée par terre et m'a dit, ramasse pot de boudin. Oh. Ramasse pot de boudin. Alerté par ces faits-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai convoqué l'élu à la voirie, l'élu au personnel, et j'ai demandé que l'agent qui avait dit ça devait être limogé dans les semaines à venir. Ce qui a été fait. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à un moment donné, pour que les agents puissent être productifs, et voilà, et travailler dans de bonnes conditions, il faut un respect. Il faut casser en fait ce racisme systémique qu'on peut avoir dans certaines mairies, dans certaines administrations. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que les agents, il faut mieux les payer. On a des disparités en fait selon les villes, où sur certaines villes, on va donner des indemnités plus importantes à certains agents, d'autres un peu moins. Dans certaines collectivités, on va embaucher beaucoup de contractuels. Par exemple, à Massy, on a beaucoup de contractuels issus de pays comme moi, africains, voilà, qui ont leur titre de séjour à renouveler chaque année. Et ça leur permet, en fait, aux chefs d'avoir une pression sur les agents. Voilà. Si tu bosses pas plus, si tu vas de travers, etc., voilà, je renouvelle pas ton contrat et pour le coup, bah, tu pourras pas avoir ta carte de résidence renouvelée. Donc voilà, je pense que la question en fait de la propreté, c'est d'abord en fait ceux qui la font. Donc c'est les agents. Après, bon, il y a les histoires de tri sélectif et tout qui sont importants, mais je laisse la collègue peut-être en Mais parler. par exemple, juste pour que vous approfondissiez un peu plus, juste par rapport aux agents, ça c'est compréhensible, mais il y a aussi un travail à faire au niveau du civisme, par exemple, parce qu'il y a les mégots par terre, il y a énormément de déchets, surtout dans nos villes populaires. Et je pense que ce serait intéressant de vous entendre parler de ça aussi, parce que Alors moi, c'est quand même la raison première qui fait que nos villes sont sales. Alors, je vais vous expliquer un truc. Il y a une dame qui est responsable justement de tout ce qui est développement urbain sur la ville. À Massy, on a des quartiers populaires, on a des quartiers un peu gentrifiés où les gens ils ont un peu plus d'argent. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais c'est dans les quartiers populaires où c'est plus sale? Elle me dit non. Non, pas forcément. Ouais. Non, non, pas forcément. En fait, c'est parce qu'en fait, par exemple, sur certains quartiers, on va avoir des poubelles enterrées, dans d'autres quartiers, on ne va pas en avoir. Donc forcément, bah, les gens, ils vont arriver, tu mets 3 sacs, il n'y a plus de place, donc ils entreposent, etc. Non, je pense qu'en fait, c'est plutôt... alors, je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais je pense que c'est vraiment la politique publique en fait, qui doit mettre en place en fait, des choses, des mesures, des systèmes, une stratégie justement pour créer les conditions pour pas qu'il y ait de la saleté. Alors, je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais je pense que c'est d'abord du fait de la ville. Ok, parfait. Vous avez vraiment souligné le point que je voulais vous souligner, c'est parfait. Quant à vous? Bah, là, je suis assez d'accord sur le fait que on doit être irréprochable avant d'exiger aux gens d'avoir du civisme vis-à-vis de comportement. Donc, l'irréprochabilité, comment on l'atteint? Vraiment, la question se pose souvent. Et en fait, typiquement, moi, je suis issu d'une longue lignée d'éboueurs. J'ai mon frère qui est éboueur d'ailleurs encore. Et justement, nous, on sait que les éboueurs sont des personnes qui travaillent dans des cadences qui sont effrénées, qu'ils ont des horaires décalés, qu'ils ont des conditions de travail difficiles. Et ça, pour le coup, on pense que c'est important de le souligner et que c'est important de jamais taper sur les agents. Parce que, typiquement, ce serait l'erreur de taper sur les agents et de dire que c'est parce qu'ils travaillent pas assez ou qu'ils ne sont pas assez efficaces. Moi, je pense vraiment qu'ils sont de ce côté-là, il n'y a vraiment rien à dire. Là où là où je pense qu'il y a des axes d'amélioration, ça va par exemple être sur les moyens qu'on leur donne. Est-ce qu'on a suffisamment de machines? Est-ce qu'on a suffisamment de quadrillage de la ville? Et ça, typiquement, ça fait partie des choses que moi je pousse pour, c'est qu'on passe d'un nettoyage surfacique, parce qu'à Paris, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà, et pour passer en fait à la densité de population. Là où vous avez une concentration d'habitants, bah, en fait, là, vous avez plus de nettoyage. Et la densité, en fait, la densité de passage, en fait, ça existe déjà à Paris, mais vous savez où ça existe? Bah, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, comme il y a énormément de gens qui passent, bah, il y a 2 nettoyages aux Champs-Élysées. Pourquoi à Porte de Clignancourt, où on a énormément de personnes qui passent, il n'y a pas de nettoyage? Il n'y a pas de nettoyage, il y en a un. C'est le même que dans les autres rues parisiennes, alors qu'on sait qu'il y a une plus forte densité de population.
et qu'il y a un plus grand passage. Donc moi, typiquement, je pousse pour qu'on ait vraiment un changement de la manière dont on regarde, on regarde la saleté et qu'elle soit ni acceptable aux Champs-Élysées comme elle serait acceptable dans nos quartiers populaires. Et de la même manière, moi, je pousse aussi pour que il y ait aussi une prise de conscience citoyenne. Et pour moi, elle passe pas non plus par. Moi, avant, j'étais très cliente de ce qu'on appelait les clean-up days, c'est-à-dire qu'on voilà, on prend des sacs poubelles et on prend des pinces et on va nettoyer. Au Japon, ils font beaucoup ça et voilà, on se dit, bah, comme ça va donner du civisme aux gens. Mais en fait, ça donne une responsabilité aux gens qui, théoriquement, ne sont pas ceux qui salissent. Il faut aussi responsabiliser les gens qui salissent. Typiquement, quand tu es un McDonald's et qu'en face de ton McDonald's, il y a 20 boîtes qui traînent devant et qu'il n'y a aucune solution qui est faite de la part du gérant, bah pour moi, c'est un problème. Il faut qu'on soit capable aussi d'aller voir les gens là où ça salit, être capable de repérer là où ça salit et bah, intervenir vis-à-vis de ça. Donc voilà, pour moi, la propreté, c'est un truc qu'il faut regarder dans. Je pourrais continuer pendant des heures, mais on va se faire le plus simple. Et moi, honnêtement, pour moi, une mesure qui est indispensable, ça va être accompagner les gens en leur donnant les outils pour qu'ils puissent suivre la- euh, pour qu'ils puissent suivre les meilleures conditions pour avoir, par exemple, quadriller les poubelles. Ça fait partie des conditions qu'il faut donner pour que les gens pour qu'on on soit parfait sur ces conditions-là. Et la deuxième, bah, le changement de quadrillage. Voilà. Du coup, on a la deuxième question recueillie auprès de notre chère population, c'est à quand une cantine 100% bio? La cantine 100% bio, moi, ça fait partie aussi des choses que je porte énormément, la cantine 100% bio. Et moi, j'irais presque un peu plus loin, ce serait la cantine végétarienne. Elle a été expérimentée à Lyon, qui est une ville écologiste. Mais aussi, pourquoi c'est important d'avoir la cantine 100% bio? C'est parce qu'en fait, les mairies, elles achètent à des producteurs et elles sont en gros pourvoyeuses d'un modèle qu'on veut. Et typiquement, la cantine à 100% bio, c'est important parce que ça va soutenir des agriculteurs qui sont en difficulté. Le bio, c'est pas facile en France actuellement. Il y a vraiment, dans les pouvoirs publics actuellement, il n'y a vraiment pas une poussée du bio. Du coup, en fait, c'est à nous, les mairies. En tout cas, je pense que c'est aux personnes qui sont capables d'aider les mairies, d'aider les agriculteurs, de le faire au maximum. Et puis surtout, ça accoutume les enfants à avoir une alimentation plus variée. Et enfin, dernier point pour l'alimentation bio, c'est que ça permet aussi d'aller vers des modèles où on va avoir des cuisines dans les cantines pour pouvoir préparer les plats directement et avoir des plats plus simples, plus goûtus. Donc voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est beaucoup de réchauffer. Exactement. C'est pas très simple. Quant à vous, c'est quoi votre point de vue dessus, sur cette question? Alors, dans cantine 100% bio, il y a cantine et il y a bio. Alors, au sujet de la cantine, j'ai une anecdote à vous en parler. C'était il y a 4 jours. Il y a 4 jours, j'étais à la sortie d'une école et je tractais en fait des documents pour inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et la directrice de l'école sort et elle me demande ce que je suis en train de distribuer. Donc, elle prend le document, elle le regarde. Et ensuite, on commence à sympathiser. Elle me dit, vous savez, monsieur Horsfall, je vais vous raconter quelque chose. Pas plus tard que ce matin, j'ai un élève qui était avec l'infirmière scolaire et l'infirmière lui demande, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais? Et l'enfant lui dit, bah, j'aimerais avoir un repas par jour. Ça, déjà, Wow. une des mesures les plus importantes pour moi, en tout cas si je suis maire, ce serait qu'il y ait la cantine qui soit gratuite. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, dans plusieurs cantines aussi, pareil, elle me raconte pas mal d'anecdotes. Elle me dit, vous savez, il s'est produit quelque chose aussi. Il y avait un menu la semaine dernière. L'entrée, c'était salade avec des dés de jambon. Plat de résistance, c'était lasagne au bœuf. Et finalement, les enfants qui étaient de confession musulmane, bah, ils ont mangé que du pain. Donc, avant de penser au 100% bio, voilà, je pense que ces questions-là, c'est des questions déjà qu'on doit traiter au sein, en tout cas au niveau d'une ville. Et le dernier point, il y a le mot bio aussi. Vous savez, souvent, alors moi j'étais écolo aussi, hein, j'étais écolo. Et en fait, souvent les écolos disent ouais, les gens des quartiers populaires, c'est les premiers écolos parce que le grand frère, quand son suite, il lui va plus, il va le donner à son petit frère, etc. Hey, moi mes gars, dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils me disent? Hey, demain j'ai de l'argent, mais je roule en BM cab, je roule en 4x4 qui pollue. Non, les quartiers ils sont pas écolos. Faut arrêter. Les quartiers ils sont pas écolos. Effectivement, il y a un travail. Ils sont pas moins écolos, ils sont pas plus écolos que les autres. En tout cas, voilà. Donc, il faut que je pense que les partis de gauche et les écolos changent ce narratif parce qu'ils se plantent complètement.
Si on l'aborde de cette manière-là, on n'y arrivera pas. Donc voilà, il y a un travail à faire dans les quartiers, effectivement, mais au même titre que partout. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Ok, très intéressant. On va passer à la dernière question. C'est une question très importante. Comment associer les habitants tout au long d'un mandat municipal? T'as déjà eu un mandat, je vais te laisser quand tu commencé. Ah, tu veux me piéger, toi? Du tout. Alors, donc non, mais pour moi, c'est une question centrale parce que en fait, c'est la question du partage du pouvoir et du pouvoir des habitants. Euh, un exemple très précis. On a voté un budget il y a quelques semaines à Massy, ok? Et ce budget, en fait, il a été préparé, posé sur la table par le maire et la majorité. Pourquoi est-ce que les communes n'instaurent pas chaque année des débats dans les quartiers avec les habitants où ils présentent les grosses masses, qui demandent l'avis aux habitants, mais en leur donnant une formation au préalable? Parce que c'est vrai que le budget, ça peut être technique. Donc, apprendre à lire un budget, apprendre à comprendre un budget. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que le maire et son équipe vont dire oui à tout, mais au moins, les habitants seront en mesure de proposer les choses. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les budgets participatifs qu'on met en place, etc. Mais cette question du partage du pouvoir, elle se décline sur plusieurs choses. Elles peuvent se décliner sur la question de la culture, voilà, la programmation des équipements culturels de la ville. Pourquoi est-ce que les habitants ne proposent pas des choses? La politique sportive d'une ville. Pourquoi on n'associe pas les habitants dans le cadre, par exemple, d'assises du sport, où on associe les habitants, les acteurs du sport, les profs de PS et les gens qui pratiquent pas du sport, c'est pas grave, hein, et qui dessinent pas ensemble cette politique sportive. C'est la question du partage de pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a un taux d'abstention qui est aussi élevé en France, c'est que justement, les gens se disent, bah, moi, en fait, je peux influer en rien sur les décisions politiques, et donc, qu'ils fassent entre eux et qu'ils nous laissent tranquilles. C'est vrai que cette forme d'impuissance se généralise beaucoup en France. On assiste à des gens de tout horizon et de tout type de tranche d'âge qui disent ça sert à quoi que je m'inclus dans le dialogue, parce que dans tous les cas, on ne nous écoute pas. Donc c'est très intéressant ce que vous dites là. Et ça va votre tour du coup. Mais du coup, ouais, je trouve ça super intéressant, le principe des assises, parce que justement, moi, je viens de ça, je viens du conseil, par exemple, de la jeunesse, où j'ai fait 2 ans, j'ai fait partie de conseil de quartier, et vraiment, j'ai senti la limite du consultatif. C'est-à-dire qu'à Paris, ils adorent le consultatif. On fait un budget participatif, ça marche super bien chaque année, mais en fait, le consultatif, comme le nom l'indique, c'est consultatif. Donc, en fait, on peut donner les meilleures idées qu'on veut. Si la mairie a décidé que ça lui plaisait pas, bah, ça lui Change plaît pas. rien, ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans ces instances-là, quand même, c'est qu'il y a le côté formation, il y a le côté on apprend comment ça fonctionne, on est capable d'avoir des billes sur comment ça se fait, mais on n'est pas dedans. Donc, en fait, moi, je suis pour, en fait, finalement, une responsabilisation des habitants, et aussi, en fait, peut-être en fait, désigner des gens. Dire, voilà, vous êtes sans habitants, on vous a désigné, vous êtes d'accord ou pas d'accord d'accepter, mais voilà, est-ce que vous voulez faire partie pendant 1 an d'un conseil de la ville? Donc en fait, c'est un conseil qui pourrait proposer des idées, à qui on pourrait écouter. Parce qu'en fait, pour moi, on arrive aux limites de la démocratie avec les élus. Les élus, c'est très bien, mais on est souvent dans des logiques de parti qui font qu'on n'a pas tout le monde, on n'a pas la personne qui ne se sent pas le pouvoir d'agir. Et donc, en fait, aller chercher la personne et la désigner, je trouve que c'est déjà quelque chose d'assez fort. La personne est libre d'accepter ou pas. Mais la personne, justement, comme avec, ça s'est passé comme avec les assises sur l'environnement, il y a eu des gens qui été motivés et qui ont donné des idées qui étaient fortes et inattendues. Et donc, en fait, pour moi, on devrait aller vers ça, vers la désignation, mine de rien, des gens, leur dire, voilà, on vous écoute tout de suite et vous faites ce que vous pouvez. Voilà, je pense que les gens sont totalement compétents. Nickel, merci beaucoup pour cette réponse. Là, c'est la fin de la 3e rubrique. On arrive sur la 4e. C'est bientôt la fin de cette émission. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Sur cette 4e rubrique, on est sur la question qui pique. Le principe de la question qui pique, c'est une question que vous n'avez pas eue au préalable, dans le déroulé ni quoi que ce soit, que vous allez vous poser à l'un et à l'autre. Il faudra y répondre avec le plus de sincérité possible. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vas-y doucement. Hein. Vas-y, Belek. Ok, je te passe l'ordi du coup. C'est cette question-là. Ok. Et par contre, elle ne voit pas la question que tu vas lui poser aussi. Ah, je la vois pas. Ouais.
du coup, Dawari. En 2014, à la surprise générale, vous ralliez la liste du maire UDI, Vincent Delahaye. Regrettez-vous ce choix? Non, je regrette pas ce choix parce que je vais expliquer comment ça s'est passé. Donc, fin 2013, donc le maire centriste donc, vient nous voir, va nous rencontrer. Il nous demande voilà, j'aimerais bien bosser avec vous, etc. Moi, je dis non, catégorique, etc. Et il me dit mais c'est bizarre parce que vous vous dites pragmatique. J'ai mis en place 75% de votre programme. Je dis, j'ai été voir, etc. Et effectivement, il avait mis en place 75% de notre programme. Malgré ça, moi, mordicus, non, je pars pas avec ce mec-là. Sauf que nous, en fait, on avait une démarche très collective. Et j'ai été mis en minorité. Donc j'ai dit aux copines et aux copains, on finira pas le mandat. Je vous le dis. Ben, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mandat? On a voté contre plus de 80 délibérations. Ça, c'est jamais venu. Quand on venait en bureau exécutif, on nous appelait l'opposition. Et on n'a pas fini le mandat et on a rendu l'écharpe. Alors, je regrette pas parce que ça nous forge, ça nous donne de l'expérience. On a pu voir un peu comment ça se passait à l'intérieur, le mandat de maire adjoint, ce que c'était, etc. Donc, c'est pas une perte. On a la moitié de l'équipe qui sont restés et d'autres qui sont partis comme moi. Donc voilà, c'est des gens qui font de la politique, qui ont des bons portefeuilles. Tant mieux. C'est des jeunes issus des quartiers populaires, tant mieux. Mais voilà, non, moi, je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Nickel. La réponse super. Ah bah ça va, c'était pas trop dur comme réponse. Comme question, ouais. Non, mais attends, vas-y, tu vas voir, toi. Ramène la question. Attends. Du coup, là, on est sur la question que Dawari pose à Sende. Alors, Sende, prépare-toi à cette question-là. En 2021, vous avez soutenu Sandrine Rousseau lors de la primaire ouverte des écologistes face à Yannick Jadot pour l'élection présidentielle. Regrettez-vous ce choix? Avec le drama, le côté drama dans la voix et tout. Très bonne question parce que moi, honnêtement, j'ai aucun regret. Sandrine Rousseau, c'est vraiment une personne que j'ai suivie finalement à ce moment-là. C'est vrai qu'elle perd à pas beaucoup. Hein. Elle perd à, je crois, 4000 voix. Et c'est là où je trouve vraiment, quand je dis les limites de la démocratie, on est là. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, elle perd. Jadot, il se maintient face à Mélenchon. Mélenchon n'arrive pas au second tour. Marine Le Pen arrive au second tour. Enfin, moi, je trouve que on est là face à un destin où tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, j'ai soutenu le perdant. Qu'est-ce que ça va donner? Là, on est 5 ans plus tard. Donc là, c'est Marine Tondelier qui gagne sa primaire de manière presque explosive sans avoir fait zéro campagne. Et donc là, on ne nous a même pas donné le choix de soutenir quelqu'un. Parce qu'en fait, moi, c'est là où on soutient des outsiders. Sandrine, c'est une outsideuse chez les écologistes. C'est quelqu'un qui représente moins de 15% du parti, qui représente vraiment l'aile gauche du parti. Et en fait, si on ne soutient pas ces gens-là, en fait, on soutient qui? On soutient, soit on change de parti, soit on n'est pas capable de continuer dans la. On n'est pas soit on crée notre propre mouvement. Mais sauf que moi, je pense qu'on peut influencer en mieux. On peut influencer pour avoir notre propre changement. Nous, par exemple, là, à Paris 13e, c'est du ultra local, c'est pas du national, c'est pas aussi beau que la présidentielle. Mais Sandrine, elle est élue, elle fait un taf de fou. Par exemple, elle a voté contre la loi, contre le budget participatif. Contre le budget participatif, autant pour moi. Contre le budget de la sécurité sociale, elle a voté contre. Elle est contre le groupe écologiste qui s'est abstenu. Et au Paris 13e, comme on est plein à soutenir Sandrine, en fait, on est presque en force dans le 13e. Et ça, c'est vraiment un truc qui est sympa à voir. C'est cool de voir que en fait, la gauche du parti est résistante et elle fait de son mieux pour influencer des décisions. Et typiquement, le fait de voter contre le budget de la sécurité sociale, ça fait partie de ces choses-là. Donc, pas de regret pour vous, du coup? Non, aucun regret. Et je soutiens Sandrine encore une fois, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Moi, c'est la ligne que je suis. C'est l'essentiel. Merci beaucoup pour ces réponses étayées. On va passer à la dernière phase de notre émission, le duel. Changement de plateau. On vous remet des gants de boxe et on vous se revoit dans un instant. Très hâte. Il est prêt de tout à l'heure. Alors, la jeunesse au pouvoir. Parfait. La question est, faut-il imposer un quota de 25% d'élus âgés de 18 à 25 ans dans les conseils municipaux pour favoriser
l'accès des jeunes aux responsabilités politiques. Alors, moi, je fais partie en fait d'une dynamique qui s'appelle Démocratisons la politique sur la parité sociale en politique. Je fais partie des 42 chercheurs. On a fait un rapport de plus de 160 pages. Et c'est vrai, ce qui ressort, en fait, c'est que les classes populaires sont beaucoup moins représentées sur les places, en fait, éligibles. Voilà. On a une surreprésentation des classes, des classes supérieures. Quand on ramène ça sur le territoire, par exemple, de Seine-Saint-Denis, parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, quand on voit, en fait, en Seine-Saint-Denis, on a 12 députés. Et sur les 12 députés, on a seulement 4 députés qui sont, entre guillemets, racisés. Et quand on regarde le profil des suppléants, donc ceux qui sont numéro 2, ça monte à 8. Donc en fait, les racisés sont plus en seconde position qu'en première position. Sur la question de la jeunesse, c'est pareil. On a ce même souci donc au niveau de la jeunesse. Et effectivement, en termes d'exemplarité au regard du taux d'abstention qu'on a chez les jeunes, je pense que ce serait important d'avoir plus de jeunes, effectivement, élus avec des postes à responsabilité pour donner envie aux plus jeunes de faire la politique. Et effectivement, moi, je pense que ce serait une bonne chose aussi d'avoir des quotas pour les jeunes. Bah, je suis totalement d'accord sur ce que tu dis parce que en fait, nous, on a observé, parce que j'ai fait partie des jeunes écologistes et nous, on a poussé pour avoir un quota jeune au municipal. Nous, on a été un peu moins ambitieux. On a fait 15% dans chaque cercle d'éligibilité. Donc, ça veut dire que sur 10 personnes, il faut un jeune, voire plus, et, au minimum. Et en fait, on a vu que ça a été compliqué à mettre en place et que ça n'a pas toujours été respecté. Et en fait, ça a été une contrainte pour certains trouver des jeunes. Et en fait, nous, on trouve que c'est bien, c'est challengeant. Sans la parité homme-femme, bah, en fait, on n'aurait sûrement pas autant de femmes élues. Sachant que pour moi, on est sur les mêmes débats. Est-ce qu'on peut mettre des quotas partout, tout le temps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les jeunes, clairement, on ne peut pas leur donner du pouvoir si on ne les met pas en place, si on ne les met pas en situation où ils peuvent avoir le choix. Et donc, en effet, nous, on pousse vraiment pour ça, pour avoir plus de jeunes élus. Et moi, je m'inscris totalement dans cette dynamique, sachant que je rentre au-dessus du quota parce que j'ai 27 ans et même pas 25. Mais ce serait pas mal, déjà, qu'on réussisse à mettre des gens moins de 30 ans, moins de 25 dans les élus. Et pourquoi pas donner le droit de vote à moins de 16 ans, moins de 18 ans, à partir de 16 ans. Voilà. La CAN 2026. Question football, sport. Qui va gagner la CAN 2026 selon vous? Mon cœur a envie de dire le Mali. Parce que je suis malienne, donc c'est sûr que j'ai envie de dire que c'est le Mali. Après, de ce que j'ai vu, Parle doucement, parle doucement. de ce que j'ai compris, Parle doucement. ce sera le Sénégal ou le Maroc, de ce que je vois. Ce sera Sénégal ou Maroc, parce que parce que moi je suis pas très foot, mais j'ai quand même vécu la dernière CAN et j'ai la sensation que les équipes qui gagnent, c'est les équipes qui, pas avec les joueurs les plus forts, mais les équipes où en fait il y a une cohésion de groupe très forte. Parce que là où en Europe ils ont globalement le même style, ils vont jouer à peu près ça tous être des joueurs de même ligue. Là, on va avoir des équipes plus hétérogènes. Donc, c'est super cool de voir qu'en fait, là où dans une compétition, ça va être le collectif qui va primer avant les stars, comme on a l'habitude avec les Coupes du Monde. Moi, je vais vous parler d'une nation. D'une nation qui a perdu malheureusement dernièrement et qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Un grand pays de footballeurs. Finidi, J.J. Okocha, Yekini, Nigeria. Mais oui, la coupe, on va la ramener. Parce qu'on va se venger. Mais au-delà de tout ça, pour moi, le vainqueur, ça va être l'Afrique. Il faut que cette Coupe du Monde, elle se passe super bien. Il faut que les Marocains nous accueillent. Il faut que cette CAN se passe super bien. Il faut que le pays, les Marocains, accueillent. Il ne faut pas qu'il y ait de tensions un peu ethniques entre les Noirs, les Arabes, etc. Voilà. Pour moi, les vainqueurs, ça doit être le spectacle et ça doit être l'Afrique. Donc voilà, avec bien entendu le Nigeria qui rentre avec la coupe à la maison. On espère juste que ce ne soit pas la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'on veut. OQTF. OQTF, question société. Doit-on interdire le mariage d'une personne faisant l'objet d'une OQTF, notamment avec les événements actuels de la ville de Chessy? Je ne sais pas si vous avez suivi.
Alors, moi, j'ai eu la chance, en tant qu'élu d'opposition, de célébrer en fait plusieurs mariages. Donc, j'ai célébré des mariages de personnes qui étaient sous OQTF. J'ai célébré également des mariages LGBT. Et pour moi, ça a toujours été un plaisir en fait de participer en fait à ces unions. Moi, ce qui me surprend, ce qui me surprend dans ce qui s'est passé là, c'est que il y a toute l'équipe, donc toute la majorité des élus qui ont démissionné pour ne pas célébrer le mariage. Mais ça veut dire qu'en fait, l'opposition aussi, en fait. Donc, alors, où on a un conseil municipal à 100% Rassemblement national, où on commence à avoir un réel problème, réel problème en France. Donc, moi, cette situation, elle m'a vraiment choqué et je trouve que c'est vraiment pas normal. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que c'est illégal, en fait, de refuser de faire un mariage. Et en fait, pour moi, je comprends pas comment un élu peut accepter d'être dans l'illégalité pour une question qui, en fait, quand on regarde la réalité, les OQTF, c'est pas des personnes qui ont fait des délits. La plupart des OQTF sont administratives, qui sont dues au fonctionnement de nos administrations, qui sont lentes, qui sont sous-dotées. Et en fait, on pénalise les gens pour ces raisons-là. Et en fait, là où avant c'était un Robert Ménard, comme tu dis, et là on se retrouve avec en fait des élus de toute la France qui disent que eux ne célébreront pas de mariage sous OQTF. Enfin, pour moi, on marche sur les pieds. On a une privation de liberté sur une décision administrative. C'est pas juste. Et de toute façon, la loi le dit. La loi protège les intérêts de tous. Et dire qu'on ne marierait pas quelqu'un parce qu'il est sous OQTF, ou ça revient à dire je ne marierai pas quelqu'un parce que sa situation est irrégulière, là où la personne ne présente aucun danger pour la personne en face. Et vraiment, moi, je pense qu'on sort du rôle des municipalités. C'est pas un rôle juridique. Un préfet peut refuser, un juge peut refuser un mariage, mais pas un maire. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est comme si une personne sous OQTF voulait porter plainte et qu'on lui dise bah non, on prendra pas ta plainte parce que tu es sous OQTF. Voilà, moi je trouve on a un vrai risque. Là, on a une dérive qu'il faut qu'on pointe du doigt et qu'on l'appuie vraiment. Enfin, moi, ça m'inquiète vraiment. Ok, nickel. Merci pour ces réponses. On aborde là la phase finale de l'émission. On a une dernière question. Elle vous est destinée à vous deux. Et vous choisirez encore une fois qui répondra en premier. Au fond, qu'est-ce qui vous différencie réellement? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que ce qui nous différencie, en tout cas, le constat, c'est que elle est beaucoup plus forte que moi. Vraiment, c'est une génération qui vont vite. C'est quelqu'un de très brillante, qui a commencé la politique aussi plus tôt que moi. En fait, nous, on est une génération, on a commencé la politique plus tard. Voilà, je pense que moi, c'est la chose voilà, que je vois le plus marquant. Et je suis vraiment content et fier d'avoir des gens comme toi qui s'investissent, des gens issus de l'immigration avec ton parcours. Hein. Tu m'as dit que ton père était éboueur et tout. Et moi, moi, c'est pour ça que je fais de la politique. C'est pour embarquer en fait des jeunes comme ça. Et quand on voit des profils comme ça, on peut dire allez, on peut partir tranquille. Eh ben, merci beaucoup parce que ça me fait plaisir parce que c'est toujours compliqué, mais moi je trouve que c'est toujours compliqué d'avoir de la légitimité et justement ce qui nous différencie c'est que toi tu as l'expérience et en fait tu as su paver la route et moi en fait c'est justement la difficulté, c'est que nous on arrive, si on n'avait pas eu d'exemple, on n'irait pas. Moi, je cite souvent l'exemple de Aminata Niakate ou Fatoumata Koné à Paris, parce qu'en fait, sans ces visibilités, sans ces personnes qui ont osé être présentes, bah, en fait, moi, je ne serais pas là, absolument pas. Et je trouve que et aussi un certain bagou que moi, j'ai du mal. Moi, je sais que j'ai tendance à avoir du mal je suis un peu lisse dans ma manière de parler. Et là, je suis contente d'être face à quelqu'un qui va me dire, bah, en fait, il faut que tu parles avec tes mots, de là où tu viens. Il faut que tu sois capable de mobiliser tes origines. Et, et ça, en fait, c'est important pour moi de me rappeler ça. Et vraiment, c'est un plaisir. Moi, c'est un truc que j'ai essayé de ramener, c'est d'expliquer qu'en fait, l'écologie, elle existe dans les quartiers parce que justement, moi, j'ai eu l'expérience contraire. C'est-à-dire qu'on nous a dit, bah oui, mais les jeunes, surtout les jeunes issus de milieux populaires, ils n'en ont rien à faire de l'écologie. Et moi, j'ai voulu dire, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus nuancé. Il y a l'association Get Up qui avait fait une étude justement sur le sujet. Et en fait, eux, ils voient qu'en fait, si l'écologie, ça fait partie des préoccupations des jeunes issus de quartiers populaires.
Et en fait, mais elles se manifestent pas de la même manière. Et souvent, en fait, on va avoir un rattachement au pays. Bah voilà, ça, quand ils vont voir qu'il va y avoir un Total qui ouvre un énième puits dans un pays africain, bah là, il va avoir une certaine conscience écologique qui va se soulever. Ou encore, il va avoir une façon de penser de l'économie. Donc ça, c'est ce que tu as pointé du doigt. Et moi, personnellement, c'est un truc qui me plaît parce que souvent, avec ma mère, je dis, bah, tu pratiques pas l'écologie, tu pratiques l'économie. Mais on s'y retrouve. On s'y retrouve parce que, alors, anecdote personnelle, hein. Ma mère, elle faisait pas le tri sélectif, alors que moi, je suis carré dessus sur le tri sélectif et tout. Et en fait, une fois, je la vois, elle est hyper concentrée dessus. Je me dis, mais il se passe quoi? Elle me fait, mais ça prend moins de place dans la poubelle. Et donc, moi, depuis, je me dis, mais en fait, elle a raison. Il faut rendre l'écologie pratique, facile pour tout le monde. Et moi, c'est la voie que je suis. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire il n'y a pas d'écologie dans les quartiers, il n'y a pas d'écologie. En tout cas, ils ne le sont pas. Moi, je dirais vraiment qu'ils ont une autre vision de l'écologie et c'est bien aussi d'apprendre comment ils font. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne sont pas dans les quartiers. On n'est pas plus écolo, on n'est pas moins écolo, en fait. Voilà, moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Après, ce qui nous différencie, non, moi, je vois pas. On est sur les mêmes choses. Après, c'est vrai que toi, tu fais de la politique dans une grande ville, comme Paris, avec une ville qui a été socialiste, qui va peut-être le rester pendant des années. Moi, je suis sur un territoire avec un maire centriste. Donc, c'est des combats qui sont différents. Euh, Politique de gentrification, mais qu'on voit aussi sur Paris. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est des dynamiques sociales et des politiques sociales qui sont moins présentes sur mon territoire, par exemple. Donc, je pense que c'est ça, c'est on a des spécificités sur nos territoires. Et donc, forcément, on va avoir une manière de les combattre de manière différente. Je pense, moi, c'est la seule différence que je vois là-dessus, parce que pour le reste, on est ensemble. Voilà, c'est la fin de cette émission riche en échanges et en débats passionnés. Un grand merci à nos invités du jour pour avoir joué le jeu et, comme on le dit, mouillé la chemise. Si vous aussi, vous êtes passionné, si vous avez des idées, des convictions, et que pour vous, il n'y a que la politique qui compte, alors rejoignez-nous. Pour participer à l'émission, contactez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, la politique, ça se joue aussi ici. À très bientôt pour un nouveau numéro de Il n'y a que la politique qui compte.